relativement court qui m'est imparti, je voudrais vous présenter mon plan, parce que dans une université, on commence par dire quel est le plan qu'on va suivre et qu'on ne suit pas en général, mais c'est très bien de le dire au départ, et bien entendu en ménageant un temps de questions qui est important. Je voudrais partir de 3 éléments. Un premier qui est un élément inquiétant. Dire aujourd'hui, ça c'est aussi une déformation qui vient de la prospective, quelles sont les menaces qui nous guettent. Le président de la République avait, les 2 présidents de la République, M. Sarkozy et M. Hollande, ont fait l'honneur de me nommer le premier à la commission du livre blanc de la politique extérieure de la France, et puis nous avons rendu notre copie sur le livre blanc sur la défense et la sécurité en France. Et donc j'ai eu l'occasion de m'occuper de cette détermination des menaces qui fait essentiellement l'essentiel de notre travail, hein, savoir d'où vient la menace et savoir comment la France peut se défendre, avec quels objectifs, avec quels moyens, des moyens qui deviennent malheureusement de plus en plus étriqués au vu de la crise économique qui nous touche et qui touche la zone euro de manière générale. Donc les menaces, quelles sont-elles? Comment on perçoit le monde aujourd'hui, le monde qui bouge, mais les menaces auxquelles nous avons à parer immédiatement. Un deuxième point qui me semble extrêmement intéressant, au fond, au-delà de la menace, il y a des choses beaucoup plus profondes. Hein. C'est un temps plus long, ce n'est pas le temps court, le temps immédiat de la menace qu'on peut repérer, mais c'est le temps relativement long qui est celui des transformations du monde. En fait, les menaces se font sur un changement dans la structure, dans le système international, dans la structure des relations internationales entre États. Nous ne sommes plus en tête de gondole, si j'ose dire, des États du monde. Il y a d'autres États qui sont en train de monter, qui nous posent d'autres questions. Vous avez certainement vu tout le débat qu'il y a autour du déclin de l'Occident, un débat qui est exagéré, mais c'est vrai que sans être déclinant, nous ne sommes plus les seuls. Et cette illusion d'optique qui dit, mais écoutez, il faut faire de la place aux autres, c'est-à-dire que nous partons, non. Nous avons occupé l'espace, on aura l'occasion de revenir là-dessus, pendant 500 ans. Hein, depuis 1492, depuis la découverte des Amériques, l'Occident est la puissance qui a transformé le monde, qui l'a industrialisé, qui l'a enrichi, qui a apporté toutes les découvertes, qui a façonné le monde aussi par ses guerres. Hein. Bon, c'est pas à notre actif glorieux, mais il faut prendre l'histoire comme elle est, et qui l'a transformé aussi en façonnant le système international, au sortir de la Première Guerre mondiale, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en créant l'ONU. Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des peuples qui émergent et auxquels il faut faire une place. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? J'essaierai de vous résumer tout cela. Et puis, un troisième point, hein, qui sera dans mon exposé, c'est au fond, de quoi aujourd'hui sommes-nous dotés? Quels sont nos atouts? Quels sont les moyens d'encadrer les changements du monde? Est-ce que nous avons les outils qu'il faut pour, au fond, accompagner les transformations du monde sans qu'à chaque fois, ça ne se résolve par une guerre et par le recours aux armes et le recours au conflit? Voilà un peu mes 3 points. Je vais commencer tout de suite par le premier point, au fond, c'est celui des menaces. Le monde est dangereux, le monde des relations internationales, contrairement aux sociétés policées de l'Europe, des États-Unis et de la plupart des États dans le monde, n'est pas un monde régulé par un gouvernement mondial, il n'y en a pas. Il n'y a pas de police mondiale, il n'y a pas d'armée mondiale. Le monde, quand on essaie de l'envisager pour ce qu'il est aujourd'hui, est essentiellement régulé, dominé par le rapport de force. Donc ce rapport de force, nous essayons le plus possible de le contenir dans les limites du droit aux Nations Unies, et parfois ça ne marche pas, et nous avons affaire à des guerres. Et donc, il faut partir de cette idée que le monde est anarchique. Et anarchique, ça ne veut pas dire qu'il va dans tous les sens, c'est le sens grec du terme anarchos, c'est-à-dire sans gouvernement, sans puissance régulatrice. Il n'y a pas d'État au-dessus des États. Il n'y a pas de gouvernement au-dessus des gouvernements. Et le principe fondamental des relations internationales, c'est le principe de la souveraineté nationale. Tous les États sont souverains. Il y a 194 États aujourd'hui aux Nations Unies, tous sont souverains. Alors, bien entendu, nous acceptons par les traités, par les décisions qui sont prises soit par la majorité, soit à l'unanimité, soit par consensus, comme au Conseil de sécurité par exemple, sur des questions graves, bien entendu, nous essayons de parvenir à des consensus, mais parfois ça ne marche pas.
Je vous rappelle la guerre que le président George Bush Jr. avait menée contre l'avis du Conseil de sécurité, dont les conséquences se font sentir jusqu'aujourd'hui, la guerre d'invasion de l'Irak en 2003, et à laquelle nous avions eu la sagesse à l'époque de ne pas participer. Et ça explique beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Irak. Donc c'est un monde violent. Hein. C'est un monde violent, c'est un monde qui ne fonctionne pas selon des règles très précises. Et si elles étaient violées, il y aurait immédiatement une réaction de la part d'une police internationale. C'est extrêmement difficile de monter, et de plus en plus coûteux, de monter des expéditions de police internationale pour le maintien de la paix ou pour l'application de la paix. Donc il faut partir de cette idée, non pas irénique hein, des relations internationales, mais un monde de tensions. Et je ne parle que des tensions politiques qui elles-mêmes ne se comprennent que sur fond de tensions économiques. Donc partons de cette idée qu'au fond, nous n'avons pas trouvé jusqu'à maintenant les moyens de régulation du monde qui feraient que, au fond, s'il y avait un problème, nous irions frapper à une porte, une décision serait prise, mais on pourrait la contester devant une cour de justice internationale, et si la cour de justice internationale rend son arrêt, à ce moment-là, on le fait appliquer par une force de police. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Hein. Et nous sommes dans le schéma que vous avez en tête. 5 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces 5 puissances qui sont au Conseil de sécurité et qui décident pour l'essentiel de la paix et de la guerre dans le monde. Et vous verrez, ce schéma est en train d'être contesté parce qu'il y a des États qui montent et qui se demandent pourquoi nous devrions rester sur les schémas hérités de la Seconde Guerre mondiale, 1945, 2015, ça fait quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, pour aller tout de suite, mais je voulais simplement que vous ayez tout cela en tête, pour envisager un peu ce monde qui bouge, je vais partir de choses qui nous intéressent, hein, les menaces. Un monde inquiétant, des menaces qui nous concernent directement, je vais en parler tout de suite. 3 types de menaces qui aujourd'hui sont véritablement susceptibles de créer des tensions, et des tensions qui vont jusqu'à la guerre. Dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, nous avons 3 types de conflits. Un sur nos frontières orientales, c'est-à-dire la frontière avec la Russie, qui est aujourd'hui la question qui s'est cristallisée en Ukraine. Un autre dans le sud de la Méditerranée, c'est toujours nos frontières, hein, et c'est le Mali et la Centrafrique, qui sont véritablement l'arrière-cour de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les frontières de l'Europe d'une certaine manière, et l'Europe a des partenariats avec cette région du monde. Et puis bien entendu le Moyen-Orient, c'est-à-dire cette région qui commence là où finit la Turquie, hein, et la Turquie étant véritablement un pont entre l'Europe et l'Orient. Ces 3 régions sont aujourd'hui extrêmement inquiétantes et elles cristallisent des menaces qui sont concrètes. Pourquoi? L'Ukraine pose un problème fondamental, hein, sur lequel on pourra revenir. C'est au fond la remise en cause des frontières dessinées après 1945, stabilisées à partir de 1945, et sur lesquelles on n'est pas revenu, puisque en 1973, à Helsinki, tous les Européens ont admis que les frontières qui sont dessinées à partir de la Seconde Guerre mondiale étaient des frontières intangibles. Nous ne pouvons pas les changer par la force. Et l'Europe s'est bâtie sur cette renonciation à la guerre pour régler les conflits européens. Et là, subitement, nous voyons un État comme l'Ukraine qui est envahi, une partie de cet État qui s'appelle la Crimée qui est annexée. Sur sa frontière orientale, la Crimée, l'Ukraine connaît une guerre qui peut aboutir à la dislocation de l'Ukraine. Et donc cette importance de la question ukrainienne qui nous paraît un peu lointaine, c'est au fond d'introduire dans la construction européenne, dans la sécurité européenne, l'idée qu'il y a un changement qui a été obtenu par la force, ce qui n'est pas le logiciel sur lequel nous avons bâti l'Union européenne et sur lequel nous avons bâti les relations entre Européens, et j'entends par Européens aussi bien les Russes que les Européens des 28 de l'Union européenne. Donc voilà quelque chose qui devrait nous alerter comme un précédent. Et je souhaite véritablement qu'on puisse arriver à quelque chose qui ressemble à une paix, à un consensus, à un accord avec la Russie. On n'a pas pris la voie pour cela. Et en même temps, on pourra revenir dans les questions, je vais me contenter d'effleurer quelques questions sur lesquelles on pourrait rebondir. En même temps, on découvre qu'au fond, nous n'avons pas de défense européenne.
Qui va défendre nos frontières? Ah, on nous dit il y a l'OTAN. Et c'est vrai que la France a rejoint l'OTAN, il n'y a pas très longtemps. Mais l'OTAN n'est pas une alliance qui est faite pour défendre l'Europe. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, sinon nous aurions eu une obligation automatique de défendre l'Ukraine. Mais on se rend compte qu'au fond, l'OTAN qui est commandée par un super État, une hyperpuissance, comme dirait Hubert Védrine, les États-Unis, bon, se tâtent, se cherchent, veulent donner des garanties, mais n'ont pas du tout envie de s'engager sur le continent européen. Et nous arrivons à un moment où il va y avoir un découplage entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont en train de quitter doucement le monde européen dans lequel ils se sont investis depuis 1917, après l'attaque du Lusitania, et qui a forcé l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne en 1917. Ils sont revenus après Pearl Harbor en Europe, et là on assiste à la fermeture d'une parenthèse qui viendra. Alors on se dit effectivement, nous avons l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas l'armée de l'Union européenne. Dans l'OTAN, il y a des Canadiens, il y a des Turcs qui ne sont pas dans l'Union européenne, et il y a un grand commandant qui est les États-Unis. Donc on se dit, mais où est notre défense? Alors c'est l'occasion pour moi de mettre tout cela en relief et en perspective. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Les 28 n'ont pas fédéré, n'ont pas créé une armée commune. Alors nous avons effectivement des bataillons communs avec les Espagnols, avec les Allemands, et puis les Polonais arrivent, qui va être la grande réserve de la future armée européenne, mais nous n'avons pas de défense européenne. Et l'une des questions qui s'était posée à la commission du Livre Blanc, la commission sur la défense, c'était de savoir comment on fait. Est-ce qu'on s'engage dans la construction volontariste d'ores et déjà de l'Union européenne, ou comme pensent nos amis anglo-saxons, les Britanniques, qu'au fond, l'OTAN suffit. Hein, ou comme pensent aussi nos amis de l'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union européenne en disant plutôt le parapluie atomique des États-Unis que l'ombrelle atomique de la France. Hein. Donc il y a véritablement une question qui se pose là-dessus. Il faut savoir une chose, c'est important de l'avoir en tête quand on pense à la France. Nous sommes 28 aujourd'hui en Europe, c'est ça. Sur les 28, il y a 2 nations européennes, parmi les 28, qui totalisent 55% du potentiel militaire de l'ensemble des 28. Donc s'il y avait une Europe de la défense, elle reposerait essentiellement sur l'armée française et l'armée britannique. C'est 55% de la puissance de feu et du budget aussi, grosso modo, de ce que nous pouvons aligner en termes de renforcement de nos capacités militaires. Bon, voilà une question qui se pose, elle se pose maintenant. Elle nous angoisse parce qu'on n'a pas de solution, mais prenons-la au sérieux. C'est peut-être le moment de réfléchir à ce que pourrait être un danger plus grave demain. Deuxième question importante aussi pour nous, c'est la question du Sahel. Les printemps arabes ont déstabilisé la rive sud de la Méditerranée. Il y a eu des révolutions dont nous avions toutes les raisons de nous réjouir, en voyant que, au fond, tous ces États du Maghreb jusqu'à l'Égypte, n'est-ce pas, et pour ne pas aller au-delà, se réveillaient et réclamaient de la démocratie. Vous savez comment ça c'est en train de finir. C'est en train de finir par un retour du bâton autoritaire, une situation absolument épouvantable en Libye, une situation en Égypte qui s'est fait remarquer par le retour des militaires au pouvoir alors que le président Moubarak, qui était un militaire, avait été remercié en janvier 2011, le 25 janvier, et par une situation qui est la seule qui est intéressante. Au fond, l'expérience tunisienne est en train de réussir et il faut la voir. Mais ce que nous avons découvert, et ça aussi ça fait partie des choses passionnantes à retenir, c'est qu'au fond, les peuples du Sud ne posaient pas la question de la démocratie dans les mêmes termes dans lesquels nous la posons. C'est-à-dire qu'on a vu arriver le déterminant religieux comme étant fondamental. Alors nous sommes démocrates, c'est très bien, nous ne voulons pas de pouvoir autoritaire, mais si on faisait une démocratie à partir de la charia, et donc on voit le débat se faire, alors que aussi dans notre esprit, surtout européen, on se dit au fond qu'une démocratie bien conçue, bien construite,
ne peut se faire, ne s'édifier que sur la base de la séparation du politique et de l'État et de la religion, c'est-à-dire sur les bases que nous appelons rapidement, parce que ce n'est pas partagé par tous nos amis européens de la même manière, la laïcité. Eh bien non, les choses sont différentes. Mais on a assisté, après cet espoir dans la démocratie, à une déstabilisation profonde des sociétés, qui ne sont pas revenues à la normale, si j'ose dire, et le danger le plus immédiat, et là vous voyez un peu tous les populismes s'engouffrer là-dedans, c'est au fond l'immigration sauvage. Ce ne sont pas des pays qui sont stabilisés, ce ne sont pas des pays qui sont assez riches pour construire demain une économie assez rapidement qui va sécuriser les choses, trouver des emplois pour les jeunes. On est dans des populations où 45-50% de la population a moins de 25 ans. C'est énorme. Hein. Avec des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et qui sont des chômeurs, avec des bacs plus 5, des bacs plus 8 et qui ne trouvent pas de travail et qui ne pensent qu'à une chose, partir. Et cela se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Entre Gibraltar et le Maroc et Tanger, il y a 17 km. C'est une frontière. Je ne sais même pas si c'est une frontière. Un jour, on fera un pont peut-être pour aller d'une rive à l'autre. Donc, ces choses-là se passent tous les jours. Regardez l'île de Lampedusa, avec nos amis italiens qui nous disent qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen, ce n'est pas possible. C'est en train de devenir un mouroir des gens qui arrivent au bord de l'exténuation et qui meurent sur l'île de Lampedusa. Bon, et les clandestins qui sont en train de... Donc la déstabilisation politique accompagne une déstabilisation économique, accompagne une migration humaine qui n'est pas contrôlée. Vous savez tous les débats qu'il y a là-dessus. Arrive aussi le troisième point qui nous encercle. Hein. Si on avait une carte, on aurait vu que de l'Ukraine au Moyen-Orient, par le biais de la façade maritime de l'Asie mineure, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, et en retournant par Gaza, l'Égypte jusqu'à la Mauritanie, c'est véritablement un croissant de lune ou un arc de cercle qui est en train géopolitiquement d'encercler l'Europe. Nous avons un Moyen-Orient en pleine conflagration, ou en pleine implosion. Les frontières que nous avons dessinées, parce que c'est la France et la Grande-Bretagne au sortir de la Première Guerre mondiale, qui ont fait ces fameux tracés de frontières. Si vous suivez un peu l'actualité et que vous voyez un peu ce que raconte le calife de l'organisation qui s'appelle l'État islamique, vous voyez qu'il s'attaque directement aux frontières établies par les franco-anglais de l'époque, et dit-il, mais c'est une vieille rengaine qui reprend aux frères musulmans, en disant « tout cela formait une nation musulmane ». À sa tête, il y avait un sultan, qui était le sultan qui était à Istanbul. Istanbul qui était l'ancienne capitale de l'Empire byzantin, l'héritier de Rome, et qui est tombé en 1453, le 29 mai. Et à la tête de cet empire où il y avait un sultan, le sultan se donnait le titre de calife. Et calife, ça veut dire chef des musulmans dans le monde, là où il se trouve. Et le 3 mars 1924, Mustafa Kemal Atatürk, qui a été formé à l'école française, qui était un lecteur de Rousseau, de Voltaire, qui était par beaucoup d'aspects très influencé par les Lumières et par la franc-maçonnerie. On sait aujourd'hui qu'il appartenait à la loge franc-maçonne de Salonique. Dit, mais écoutez, si nous avons perdu la guerre, c'est parce que nous avons une religion qui n'a pas su évoluer. Donc, moi, je fais une révolution laïque par le haut. Il établit tout cela, mais les musulmans aujourd'hui qui contestent cette laïcité disent, oui, mais elle est d'importation occidentale. Elle nous a été imposée par le haut, et on voit aujourd'hui un gouvernement comme celui de M. Erdogan, qui est devenu président de la République entre-temps, dire qu'on va revenir à un islam ou un islamisme modéré. Mais il y a une contestation, à la fois des frontières que nous avons dessinées, et deuxièmement, des idées sur lesquelles nous avons assis, en quelque sorte, tous ces États de la région, en donnant des frontières, une armée, une fanfare, des codes. Tous les codes civils de la région sont soit la Common Law britannique, soit le code Napoléon français. Et aujourd'hui, on dit, bah, écoutez, non, il faut effacer tout ça. Nous avons chez nous, en islam, de quoi faire. Nous avons
un dépôt, si j'ose dire, un trésor, un patrimoine juridique qui s'appelle la charia, c'est-à-dire tout ce que les docteurs de la loi en islam ont fait pendant des siècles. Mahomet meurt en 632, le califat abbasside s'effondre en 1258, donc disons de 700 à 1258, les écoles juridiques se constituent en islam, et nous avons de quoi faire, nous avons établi une législation pour l'ensemble des domaines de la vie. Revenons à cela. Alors effectivement, on se dit, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas moi, les tribunaux français jugeaient en jetant un coup d'œil dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Bon, mais c'est un peu ça. Mais bien entendu, rénové, revu. Mais les gens comme Al-Baghdadi, qui est l'État islamique aujourd'hui, dit ben non, il faut revenir aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est on ampute la main du voleur, on lapide la femme adultère et on décapite celui qui a insulté le prophète. Heureusement que tout l'islam ne se résume pas dans cela. Heureusement que ceux qui pensent comme cela sont parfaitement minoritaires. Et il est faux et insultant de ramener l'islam à cela. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui ont le vent en poupe aujourd'hui, pour des raisons que nous verrons, géopolitiques, qui ont des forces, la force armée, et qui se mettent sur ce terrain-là, et qui nous posent des problèmes. Qui nous posent un problème. Comment on affronte, hein? Vous avez même vu qu'on n'ose pas dire État islamique de peur qu'on confonde cette lutte contre l'organisation qui s'appelle l'État islamique avec un État islamique qui serait agressif ou qui connoterait une position hostile à l'islam. Alors on dit Daesh. Hein? On se cache un peu derrière notre petit doigt. Daesh, on ne sait pas qui c'est, mais Daesh c'est l'acronyme d'État islamique, et ça fait mieux que de dire l'organisation de l'État islamique. Mais ça nous pose un vrai problème, d'autant plus que les germes de la radicalisation ne sont pas seulement en Orient, mais elles sont en Occident, et ça nous pose une autre question dans le monde mondialisé dans lequel nous vivons, c'est au fond celui de l'intégration des populations immigrées dans les pays d'Occident. Et il y a beaucoup de spécialistes de cette question qui se posent la question de savoir au fond si le djihad n'est pas la résultante de l'échec de l'intégration républicaine. Vous savez, c'est un vaste débat, on l'effleurera peut-être ce soir, mais on ne conclura certainement pas. Donc un troisième problème qui sont des problèmes de géopolitique, c'est-à-dire des sources ponctuelles de déstabilisation qui touchent directement nos frontières. Je ne vous parlerai pas du climat, on pourra parler du climat, mais là je vous parle de feux qui sont allumés sur des frontières qui sont extrêmement proches, le sud de la Méditerranée, l'est de la Méditerranée, l'est de l'Union européenne, l'Ukraine à la frontière avec la Russie. Donc ce sont des choses qui, au fond, font problème dans un monde que nous avions cru, nous Européens, parce que l'Europe bénéficie d'une éclaircie formidable, une parenthèse dans l'histoire inouïe de 50 ans de paix, un peu plus même maintenant, et dans lesquels on avait cru jeter des fondements stables, et l'Ukraine, c'est peut-être un premier signe qui nous est envoyé. Voilà pour les menaces qui relèvent de la géopolitique. Une deuxième menace, au fond, ce sont toutes les activités qui sont liées au terrorisme et aux questions dites de trafic, hein, que ce soit des trafics humains, que ce soit des questions de prolifération, que ce soit des questions de terreur qui sont transportées par des groupements qui s'attaquent directement à l'Occident en particulier, mais qui sévissent d'abord dans les lieux où elles se sont établies. Alors là, effectivement, on peut aborder une deuxième question, qui est celle de la dissémination des armes de destruction massive. Vous savez qu'aujourd'hui, on les contrôle très peu, et ce qui nous inquiète, c'est qu'au fond, ces armes puissent être généralisées, reprises par des États que nous appelons des États voyous, dans une terminologie héritée des Américains, que je n'aime pas beaucoup, mais des États qui ne se comportent pas en suivant les normes classiques du droit international, et qui sont un peu à la marge et qui négocient à la marge. Alors, ces déstabilisations nous viennent d'un peu partout. Elles ne touchent pas directement, je pense, à Boko Haram, au Nigeria, où on voit monter ce terrorisme transnational. On a vu aujourd'hui une question comme celle qui avait mené Oussama Ben Laden à créer Al-Qaïda, hein, et qui a mené ses opérations contre les tours jumelles à New York, et qui aujourd'hui s'est transformé en Daesh. Donc
des groupes qui sont partis d'un point de conflit, mais qui sont aujourd'hui en train de se répandre et d'être véritablement transnational. On voit aussi les méfaits de tout ce que peut apporter la drogue. On sait par exemple que la drogue d'Amérique latine est en train de parvenir par le Mali pour débarquer ensuite en Europe. Donc on a affaire à des réseaux mondialisés. Je ne vais pas entrer dans tout cela, ça nous mènera un peu loin, parce que c'est des questions qui, au fond, sont des questions de connexion. Et la connexion, grâce à la mondialisation, devient quelque chose d'extrêmement, relativement facile aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne lutte pas assez, mais c'est vrai que ce sont des questions qui ne se posaient pas il y a quelque temps et qui se posent aujourd'hui. En marge de cette question du terrorisme, et ce serait peut-être un troisième point dans les menaces aujourd'hui, c'est toute la discussion qui a lieu, qu'on suit de très loin, enfin ça dépend de l'actualité, qui est au fond le contrôle de l'énergie atomique et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires. Vous savez que nous négocions avec l'Iran, dans des négociations qui sont extrêmement dures, compliquées, et qui négocient, c'est ce qu'on appelle le P5+1, c'est-à-dire les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Nous négocions pour, au fond, empêcher l'accès des États à la puissance militaire nucléaire, ou à la puissance nucléaire militaire. Donc, soyons clairs sur les termes, la recherche en matière d'énergie civile, d'énergie atomique civile est totalement libre. Elle est contrôlée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est à Vienne, mais le club des puissances militaires nucléaires est fermé. Et il est fermé depuis un traité, qu'on appelle le traité de non-prolifération, qui a été signé en 1968. Et depuis, vous ne pouvez plus avoir accès à ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons contrôler sur cette question, qui est une question cruciale? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des miniaturisations de ces bombes. D'abord, nous savons qu'il y a 3 États qui ne font pas partie du club et qui ont la bombe. Parce qu'ils l'avaient avant, ils n'ont pas adhéré au traité, ils l'avaient avant. Ils n'ont pas adhéré au traité où ils venaient de l'avoir, et donc cela, on ne peut pas les forcer à entrer, ils n'ont pas signé. C'est Israël, c'est le Pakistan, et c'est l'Inde. Ils sont en dehors. Israël, 200 têtes nucléaires à peu près. L'Inde est un État qui contrôle sa bombe et sa puissance énergétique nucléaire. Pakistan, grand point d'interrogation. Un des grands schémas de cauchemar pour les diplomaties, c'était de savoir si un coup d'État, les talibans ne sont pas loin, ils sont à la frontière afghane, et il y a des talibans pakistanais. C'est d'imaginer un changement, une transformation subite du gouvernement au Pakistan, avec un gouvernement taliban qui prendrait le pouvoir. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Puissance nucléaire importante. Et puis, les Iraniens. Les Iraniens qui sont signataires du traité de non-prolifération, il n'y a pas de problème de ce point de vue, mais qui ont conduit un programme dont l'AIEA, l'Agence internationale, pensait qu'il pouvait conduire un jour à l'utilisation à des fins non civiles, c'est-à-dire à des fins militaires, de la puissance nucléaire. Et donc, on s'est installé autour d'une table avec eux. À partir de 2002-2003, on discute avec eux. On n'est pas arrivé à une conclusion. À partir de 2006, l'Union européenne et les États-Unis ont mis des sanctions. Et là, il faut observer la date du 24 novembre. En principe, les discussions se terminent le 24 novembre. Il y a un accord qui a été signé à Genève le 24 novembre 2013, qui doit arriver à échéance le 24 novembre 2014. Et là, il faut voir sur quelle base qu'est-ce qu'on fait de cette question du nucléaire iranien, sur lequel la France a des positions en pointe. C'est la France qui, aujourd'hui, a véritablement, tient la dragée haute, si j'ose dire, à l'Iran sur ces conditions d'enrichissement de l'uranium. C'est une question extrêmement technique. Les Iraniens sont en train d'enrichir, ils enrichissent au-delà de 20%. Entre 3 et 20% d'enrichissement d'uranium, ça va très vite. À partir de 20%, ça va lentement. À partir de 20%, ça va très vite. Et à 80-90, on peut l'atteindre facilement. On est capable de construire des bombes atomiques. Les Iraniens avaient 63 centrifugeuses en 2003. Ils en ont 19 000.
Et donc 19 000, on peut se poser des questions de savoir à quoi ça peut servir. Bon, donc c'est une vraie question, c'est une question qui est conduite dans les règles de l'art, c'est une question qui est conduite du point de vue diplomatique, mais on voit des États qui sont en train de dire, ben, nous aussi nous voulons avoir la bombe. Et l'Iran, c'est le Moyen-Orient, et le Moyen-Orient, c'est la Turquie qui n'est pas loin, c'est l'Arabie Saoudite qui n'est pas loin, c'est l'Égypte qui n'est pas loin, et qui se dit, si l'Iran se dote, devient une puissance militaire nucléaire, à ce moment-là, nous n'allons pas rester très loin. Pourquoi voulez-vous? Et c'est là où on rejoint le conflit sunnite-chiite. L'Iran est chiite, la Turquie est sunnite, l'Arabie Saoudite est sunnite, l'Égypte est sunnite. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une puissance musulmane du Moyen-Orient en plus chiite, ce qui est, ça veut dire 10% des musulmans, qui va défier 90%, donc 3 grandes nations sunnites dans cette région? Pourquoi? Donc ce sera véritablement la course à l'armement nucléaire, ce serait catastrophique. C'est la banlieue de l'Europe, hein. On ne parle pas du Pacifique. Et donc on parle de questions extrêmement concrètes. Les Iraniens disent dans les discussions, mais très bien, mais allez voir les Israéliens. Pourquoi nous non et les Israéliens oui? Donc c'est une vraie question qui montre que si on ne résout pas les questions dans un cadre multilatéral, les anglo-saxons appellent ça des paquets, un package deal, on ajuste un peu tous les problèmes et on les fait. Mais regardez les contradictions, je ne peux pas renoncer à cela, enfin le plaisir de montrer une contradiction ici qui est importante. Nous sommes très durs avec les Iraniens dans la discussion, mais maintenant nous leur demandons de nous aider à combattre Daesh, en leur disant il faut nous aider un petit peu, écoutez, c'est pas possible, c'est à vos frontières tout ça. Oui, mais on peut faire un accord global. Ah non, non, pas d'accord global. Le nucléaire, c'est le nucléaire, on est très dur, mais s'il vous plaît, sur la politique de sécurité, soyez gentils. Hein. Et donc, c'est des questions qui se compliquent, toujours dans le contexte d'une intervention improbable de notre part, de la part des Occidentaux, avec, on le verra quand on verra la politique des États-Unis qui s'en vont, qui quittent la région, parce qu'ils sont intéressés par l'Asie. Et ça, c'est l'événement majeur de cette la fin de la guerre froide et le début du XXIe siècle. Un troisième problème, rapidement, on ne l'a pas vu. Effectivement, l'amiral Moulin, je remercie, rappelait que le ministre Kouchner avait à cette époque-là créé pour la première fois au Quai d'Orsay un pôle religion en disant, c'est Kouchner qui l'a dit dans une interview au Monde, partout où je vais, on nous parle de religion. Tous les conflits qui sont dehors de nos frontières, dehors de l'Europe, même en Europe, enfin on a vu le conflit en Bosnie qui avait une charge très forte, heureusement que le conflit irlandais qui avait une forte charge aussi religieuse déterminée. Partout où je vais, on nous parle de religion. Alors nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons nous sommes laïcs. Et comment on traite les problèmes? Donc on a créé cette unité pour, au fond, traiter de manière très laïque, très neutre, très objective, très diplomatique, du facteur religieux dans les relations internationales. Je me souviens avoir été auditionné 2 fois, une fois par le Sénat et 2 fois par la Chambre des députés, par la représentation nationale, qui me disait « mais attention à la dérive, il ne faut pas qu'on introduise des histoires de curés dans la gestion de nos relations internationales ». Mais c'est vrai que de plus en plus, le religieux est en train, comme disent les juristes, de monter à la vie internationale et qu'il faut le prendre en considération. Alors, prendre en considération dans des cas pour résoudre des problèmes comme ceux du conflit israélo-arabe, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on peut en parler. On vient de sortir d'une crise épouvantable, qui est les bombardements de Gaza et la guerre israélo-palestinienne sur Gaza. 4 milliards de dégâts en 50 jours. 4 milliards. Destruction absolument terrible. Et bien entendu, le problème n'est pas résolu. On a fait une conférence il y a 2 jours pour essayer d'avoir des donateurs pour réparer tous les dégâts qui ont été faits. Bon, le Qatar, qui appuie le Hamas, a donné 1 milliard d'euros pour la reconstruction. Nous avons donné 30 millions et les Anglais 50 et les Allemands 80. Bon, c'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose d'absolument épouvantable. On ne résout pas les problèmes. On attend que ça casse pour payer, parce qu'il faut savoir que l'autorité palestinienne, il n'y a pas d'État palestinien, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, est entièrement financée dans son administration par l'Union européenne. C'est nous, l'Union européenne, c'est le contribuable européen
qui paye les 135 000 fonctionnaires de la Palestine, que ce soit à Gaza, que ce soit à la Cisjordanie. Et quand on casse, c'est nous qui réparons. C'est la France qui a offert l'unité de radio-télévision à Gaza et en Cisjordanie. C'est les Néerlandais et les Allemands qui essayent de faire un port dans la mesure du possible d'aménager. Bon. Donc il y a une dotation européenne, mais c'est un autre problème que je poserai, in fine, c'est au fond, quand on est la première puissance commerciale du monde, je parle de l'Union européenne, et quand on est un géant économique, avant les Chinois et avant les Américains, on n'a pas le droit d'être un nain politique. Je veux dire, qui donne, on donne. Vous avez l'argent, au moins existons politiquement pour savoir ce qu'on fait de nos finances, c'est-à-dire des impôts que nous payons, vous et moi, et nos amis belges et nos amis espagnols et néerlandais, l'Union européenne des 28. Donc ça pose une vraie question. Mais je voudrais revenir, parce que là, j'ai une parenthèse que je vais faire assez rapidement, cette émergence du phénomène religieux dans les relations internationales est souvent mal posée. On entend parler de conflit de civilisation. Il n'y a pas de conflit de civilisation. Il y a de la sensibilité religieuse dans des rapports politiques. Il y a l'utilisation de la religion. Mais si on prend étymologiquement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de nier le problème, je le reconnais. Mais étymologiquement, qui a vu une civilisation, qui a vu son armée, bon, c'est une manière un peu détournée, un peu ironique de traiter la question. Il y a des éléments de crispation, de radicalisation religieuse. Je veux dire, quand on pense à notre compatriote et à tous les Européens américains qui ont été assassinés par Daesh, égorgés, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas derrière tout ça une montée du fanatisme, une montée de la radicalisation religieuse, et nous savons que la réponse est oui. Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? Une réponse religieuse? Est-ce qu'on fait une croisade contre une croisade? Bon, la question, heureusement pour les Européens, est résolue. Ce n'est pas du donnant-donnant. On peut penser ce qu'on veut, mais en matière de droits de l'homme, l'Europe ne conditionne pas son traitement des droits de l'homme au traitement qui est fait à l'égard d'Européens ailleurs, hein, sur le plan du droit, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la guerre, on a le droit de répondre, mais nous n'allons pas changer nos mœurs, nos civilisations, nos principes juridiques, simplement pour dire « Ah, c'est avec pour eux, dans pour l'homme ». Bon. Et ça pose des vrais problèmes, hein. Je les pose de manière un peu crue, un peu sommaire, un peu rapide, pour dire qu'il y a un vrai problème qu'on ne peut pas évacuer, et que nous avons aujourd'hui des civilisations qui sont en train de monter, encore une fois, à la vie internationale, mais qui ne vivent pas dans le même temps que nous, même si elles vivent dans le même espace que nous. Parce qu'il y a une temporalité, il y a une évolution des sociétés, il y a ce que nous appelons les mentalités, qui ne sont pas les mêmes. Là où nous sommes arrivés en 5 siècles, ça a été beaucoup de guerres de religion, je le rappelle, ça a été beaucoup de contestations, ça a été beaucoup de droits, ça a été beaucoup de philosophie, ça a été beaucoup de lumière, ça a été beaucoup de démocratie, parce que c'est la démocratie qui nous a permis de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises questions et de dire, écoutez, une question religieuse, c'est de la conviction personnelle, les questions politiques, c'est de l'intérêt général. Mais toutes les sociétés du monde ne partagent pas ce point de vue. Ne partagent pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le monde tel qu'il est. Hein, et effectivement, j'essaie d'expliquer rationnellement et parfois de répondre parce que l'explication à elle seule ne vaut pas argument dans les relations internationales. Mais ça, c'est une vraie question et une question qui est posée à l'Europe, le mode de réponse, le comportement que l'on peut apporter en restant fidèle à ses principes. Parce qu'on peut effectivement opposer de la barbarie à la barbarie. Mais ça ne nous ressemble pas. Et ça, c'est un autre débat. Voilà un petit peu pour les menaces immédiates. Pourquoi tout ça se fait sur fond sur quel fond se font toutes ces menaces et toutes ces déstabilisations? Ils se font sur un triple fond. D'abord, depuis quelques années, nous voyons un monde qui bouge. Le monde qui bouge, c'est le monde que nous avons appelé très rapidement le monde des émergents. On appelle aussi les BRICS, hein, le Brésil, la Russie, la Chine, j'oublie quelqu'un, l'Inde et l'Afrique du Sud qui est arrivé récemment. On a mis un S pour ça, ça fait. Donc c'était les BRICS, c'est devenu les BRICS. Et c'est vrai que quand vous pensez à l'ordre du monde, nous avons affaire à 4 États ou 5 États avec l'Afrique du Sud,
Ça fait combien là? Qu'est-ce que vous imaginez que c'est 5 États en termes de population? 3 milliards d'habitants sur les presque 7 milliards. C'est 46% de la population mondiale. 46% de la population mondiale concentrée en 4 États ou 5 États. Et c'est absolument énorme. Et bien entendu, il y a les nouveaux émergents dont on commence à parler, l'Indonésie, le Mexique, l'Éthiopie. Bon, alors on fantasme beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Hein, beaucoup de chemin à faire. Le Brésil est aujourd'hui dans une situation qui est un peu déplorable du point de vue de sa croissance. La Chine ne fait que 7, ou ne fera que 7,2 au maximum, 7,4% de croissance à la fin de l'année. Elle ne fera que 7,2. Elle était entre 2002 et 2012 sur des moyennes de 10,5-10,6% de croissance. Mais si la Chine ne fait pas au moins 9% de croissance, les problèmes commencent chez elle. Donc ils ont besoin de cette croissance. Et de ce point de vue, je reviendrai là-dessus, il faut relativiser cette montée de la puissance parce que ça ne s'accompagne pas d'une démocratisation des États, ça ne s'accompagne pas d'une amélioration des conditions sociales des travailleurs, ce qui est quand même inadmissible. Et ça s'accompagne par quelque chose d'important qui est au fond le surgissement d'une classe moyenne, là où on parlait il y a 20 ou 30 ans de sociétés en voie de développement. Et classe moyenne, quand vous pensez à la Chine c'est 1,4 million, 350 millions, 1,350 millions. Vous allez avoir en 10 ans ou 20 ans, on a dans les 200 à 300 millions de personnes qui appartiennent à la classe moyenne. Donc ils consomment, et que l'on voit à Paris, à Toulon, n'est-ce pas, arriver avec des euros et désireux de consommer. On estime qu'un Chinois dépense entre 1000 et 1500 euros, ça dépend des chiffres que l'on obtient. Et c'est inimaginable, inouï de penser qu'aujourd'hui, un touriste chinois peut avoir 1500 euros en plus de son voyage à dépenser dans nos pays. Mais c'est vrai que la Chine est dépendante de son économie, de l'économie européenne. La Chine fabrique, nous consommons. Si nous ne consommons pas, la Chine ne fabrique plus. Et si la Chine ne fabrique pas, elle est en récession. Donc, moi je me souviens de mes voyages en tant que directeur de la prospective, c'était que devient l'euro? Quand est-ce que vous allez repartir pour la croissance? On se disait, quel altruisme, quel intérêt pour la croissance de l'Europe. Et l'idée simple, c'était qu'au fond, il faut absolument que l'Europe consomme pour que nous continuions à produire. C'était extrêmement important. Alors avec deux modèles, le modèle qui réussit bien, c'est le modèle de l'Inde. Parce que l'Inde n'a pas basé sa croissance sur l'exportation, mais sur la création d'un marché intérieur. Alors là, il développe un marché. L'Inde, c'est 1,2 million. En 2050, c'est 1 milliard. En 2050, c'est la nation la plus peuplée du monde. La Russie et la Chine sont en voie de régression démographique, hein, à cause de la politique de l'enfant unique et à cause de l'alcool pour les Russes. Donc ça pose des vraies questions sur... et ça relativise hein, la montée des prix. Et en plus, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai pu percevoir un peu près dans mes fonctions antérieures, c'était que les puissances qui montent ne s'intéressent pas aux affaires du monde. Parce qu'immédiatement on se dit, la Chine, c'est une armée de près de 2 millions de fantassins. Donc il suffit qu'ils se... Et puis s'ils nous en veulent 20 millions, ils auront 20 millions. Et s'ils veulent une armée de terre amirale de 50 millions, ils peuvent l'avoir demain. 50 millions, une armée de 50 millions, ça fait rêver. Et en réalité, les questions du monde ne les intéressent pas. Ils sont assoiffés d'énergie, ils veulent développer leur économie. Ne leur demandez pas de venir partager au Conseil de sécurité les soucis de l'ordre international. Mais les choses commencent à bouger. On l'a vu récemment, on ne sait plus quel est le budget militaire des Chinois. Hein? On sait qu'il tourne entre 60, 70 milliards, d'autres disent 120 milliards. Hein? Notre budget à nous est de 35 milliards à peu près, celui des Anglais de 38 milliards, les Russes sont à 90 milliards. Les États-Unis sont à 750 milliards en budget militaire. Donc il faut garder les proportions. Les Chinois sont à 100, les Américains sont à 700, multipliés par 7. Hein. Mais les Chinois ont construit leur premier porte-avions nucléaire il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines.
Ils sont en train de se spécialiser dans les missiles interbalistiques. Ils sont en train de pousser la technologie. Ils ne supportent plus la présence des Américains en mer de Chine méridionale en disant mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est notre mer intérieure, c'est notre Méditerranée, on ne veut pas voir de drapeau américain. Et donc il y a une rivalité qui se fait à ce niveau-là. Mais simplement, ce que j'appelle une souveraineté de proximité, on ne va pas très loin. Hein? On ne veut pas s'occuper du Moyen-Orient, on fait des vétos parce que personne n'aime ce que nous, occidentaux, nous faisons, c'est-à-dire de l'intervention dans les affaires du monde, hein, le Mali, la Centrafrique, la Syrie, la Libye. On a mauvaise presse, hein. Les Brésiliens nous le disent, les Indiens nous le disent, les Chinois nous le disent, à tort, hein, en disant que c'est des relents de colonialisme et d'impérialisme. Et en réalité, non, parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe des affaires du monde. Et nous souhaitons, c'est la position officielle des États-Unis et de l'Union européenne, associer toutes ces puissances qui montent. Mais pour le moment, ça ne les intéresse pas, c'est un constat. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, elles ne s'intéressent pas à ça. Donc, un monde qui bouge, un monde qui monte, un monde qui est en pleine croissance, un monde qui a de l'énergie, un monde qui a de la population. Et effectivement, tout cela va changer. Songez que, on entend beaucoup parler du G20, on a dit que 4 pays faisaient à peu près aujourd'hui 20% du PIB mondial, hein, les pays émergents, 20% du PIB mondial. Nous faisons 25% les Européens du PIB mondial, les Américains doivent faire 22 ou 23%. Donc on joue dans la même cour, hein, on tourne autour des 20-25% pour les 3 grands blocs. À nous 3, nous faisons 75%, nous produisons 75% de la richesse mondiale. Mais il faut savoir que si on va un peu plus loin, et ça c'est les inégalités économiques, je vois que le temps passe, donc j'essaie de mélanger un peu mes thèmes. Quand vous pensez au G20, puisque nous réunissons à 20 régulièrement maintenant, le G7, le G8, maintenant nous faisons des G20, le G20 c'est les 20 pays les plus riches du monde. Et essayer d'avoir une idée, G20 égale 20 États, égale combien en pourcentage de la puissance mondiale, du PIB mondial? 20% des 20 pays sur 194 monopolisent ou totalisent 80% de la richesse mondiale. Donc vous voyez les déséquilibres à long terme, et c'est important de travailler là-dessus. Deuxième point, une fois que les émergents sont montés, ils montent doucement, ils se cassent le nez, la croissance ne va pas, c'est assez déséquilibré, notamment en matière de droits de l'homme, ça ne va pas du tout en matière de protection du travail, le travail des enfants, la rémunération des travailleurs, mais on commence à assister à la formation de syndicats en Chine. Les Chinois ne sont pas contents, les travailleurs disent on ne va pas continuer longtemps à travailler comme ça. Deuxièmement, on assiste aujourd'hui aussi à une espèce de déprime générale en Occident. Nous ne sommes plus les premiers, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons? Ça c'est une question qui se pose. J'ai essayé d'y répondre assez schématiquement en disant qu'effectivement c'est une période qu'il faut prendre les choses à froid. Nous ne sommes pas, nous sommes toujours les premiers, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous allons être concurrencés. Il faut que nous construisions un monde multilatéral, un monde où on puisse vivre avec d'autres et sans prendre la place des autres. Mais c'est un monde qui est dangereux, qui est un monde qui bouge. Notamment la puissance américaine avec M. Obama, qui ne s'occupe plus beaucoup de gérer ces questions-là, parce que l'Amérique est dans une phase un peu isolationniste, a néanmoins décidé de se confronter à la puissance chinoise. Elle se retire d'Europe, mais l'Ukraine lui interdit de se retirer totalement. Elle s'est retirée du Moyen-Orient. Il faut savoir qu'en 2017, les Américains seront des exportateurs de pétrole, alors qu'ils dépendaient de leur pétrole du Moyen-Orient à cause du gaz de schiste. Ils vont être totalement indépendants. Donc les États du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, se posent la question de savoir ce qu'ils vont devenir. Et donc c'est ce qu'on appelle la théorie du pivot. Les États-Unis sont en train de pivoter vers l'Asie. 60% de la flotte américaine est aujourd'hui dans le Pacifique. Donc, et en mer de Chine. Voilà un peu les choses qui comptent avec les inégalités économiques. Alors devant tout cela, j'arrive à mon troisième et dernier point à toute vitesse. Non, parce que je voudrais avoir vraiment le débat et les questions. C'est au fond, est-ce que nous sommes démunis sur le plan international
ou est-ce que nous sommes complètement à livrer en quelque sorte comme une bouteille à la mer ballottée par les flots à toutes ces vents de turbulence, de changement économique, de changement politique, de changement dans l'ordre militaire. Première réponse, nous avons des mécanismes qui sont en place, qui sont des mécanismes de l'ONU. Et je pense qu'ils sont bons, ils sont valables, ils peuvent fonctionner, à condition qu'on élargisse le cercle des responsabilités et le cercle de la décision. Il n'est pas possible d'avoir au Conseil de sécurité 3 puissances occidentales, une puissance russe et une puissance chinoise. L'Amérique latine existe, le Mexique est un grand État, le Brésil est un immense État, l'Afrique n'a pas de représentation au Conseil de sécurité, alors que tous les problèmes, la majeure partie des conflits, sont des conflits aujourd'hui qui se passent en terre d'Afrique. Mais est-ce que le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, on prend les pays les plus qui comptent, qui ont plus de poids sur un plan démographique, 1,2 milliard d'Indiens, aucun mot à dire sur les affaires du monde. Bon, nous ne pourrons pas continuer très longtemps comme ça. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Je veux dire, ce n'est pas possible de continuer à dire nous allons créer un monde pacifique, un monde multilatéral, nous allons avoir de la concertation, et d'imaginer qu'il n'y a que 5 États qui peuvent poser leur veto. Alors on peut imaginer toutes sortes de situations. Il ne s'agit pas d'abdiquer de nos droits et de notre puissance, qu'elle soit française ou française conçue dans le cadre européen, mais il s'agit de penser qu'il y a d'autres États qui viennent à la puissance, et en tout cas le monde n'est plus ce qu'il était en 1945, où beaucoup d'États étaient encore sous dépendance, sous colonie, étaient des métropoles de l'Occident. Donc cela, il faut absolument travailler à ça, en essayant de favoriser le multilatéralisme, en poussant les procédures judiciaires. Regardez ce qui a été formidable. En 1998, pour la première fois, on a créé une cour pénale internationale pour juger de tous ceux qui commettent de crimes, de génocide, etc. Et tous les États sont soumis à cela. Les États qui veulent bien signer. Les États-Unis n'ont pas signé. Mais l'immense majorité est en train de signer. Il y a des États qui refusent de voir leurs nationaux passer en jugement devant des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux de leur propre ressort, des tribunaux nationaux. Mais c'est quelque chose qui commence à faire son idée, l'imprescriptibilité des crimes, mais assorti, bien entendu, de mécanismes judiciaires qui commencent à se mettre en place. Il faut aller dans ce sens-là. Deuxième point qui me semble important aussi, l'importance de la société civile internationale. C'est vrai que nos sociétés civiles, qui sont des sociétés civiles nationales aujourd'hui, qui sont propres à chacune des nations, sont du fait de la mondialisation, entrent en contact avec d'autres sociétés civiles. Et nous sommes capables de créer, je ne sais pas, Médecins sans frontières est une idée française, mais ce n'est plus une idée française. Dans Médecins sans frontières, il y a tous les médecins du monde qui peuvent venir. Donc vous avez des mobilisations qui peuvent se faire à l'échelle mondiale et qui ne sont plus des mobilisations nationales. Et ça, c'est très important. Il faut pousser dans ce sens-là. Et troisièmement, il faut se doter, mais ça je plaide un peu pour ma paroisse, d'instruments juridiques, et pas juridiques, mais politiques aussi, de conciliation, de médiation dans les conflits. Nous n'avons plus le droit, parce que nous connaissons de mieux en mieux les mécanismes qui conduisent à la violence, de ne pas faire de la prévention en amont, de ne pas faire de la réconciliation en aval, de ne pas faire de l'accompagnement de crise. On n'a pas le droit de laisser les crises pourrir. Regardez ce que nous sommes en train de faire en Irak aujourd'hui. On a laissé pourrir la crise syrienne. 200 000 morts. 200 000 morts. Rien, personne ne bouge. Donc l'Irak est gangréné. Demain ce sera le Liban, après-demain la Jordanie. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Rien du tout. Est-ce qu'on fait une médiation internationale? J'en ai pas vu. Donc on n'a plus le droit de laisser des crises se dérouler sans faire quelque chose qui soit en amont, soit en aval, mais il faut mettre en avant ces mobilisations et ces procédures, sinon effectivement les crises ne sont pas mortelles, mais elles sont mortelles du fait qu'elles durent. Mais en soi, le conflit est quelque chose de parfaitement intelligible. Nous ne sommes pas toujours tous d'accord sur tout. L'idée, c'est de trouver des moyens de sortie de crise et de sortie par le haut si possible. Mesdames et messieurs, j'ai été extrêmement rapide. Je m'excuse de vous avoir soumis à ce rythme et je suis prêt à répondre à vos questions.